10 décembre 1984. C'est très difficile à supporter. C'est tout à fait une traversée de la mort physique. Il vaut mieux ne pas décrire. Il y a toujours ce fond de question. Est-ce qu'il ne faut pas réellement, physiquement, subir l'acte de mort pour renaître autrement? Alors on vit la question et on ne sait pas si on ne la meurt pas. Le temps paraît très long. Je me fixe toujours un minimum d'1h30 d'opération. 90 minutes, c'est long à cette température. Soit je suis sûr que l'on veut m'apprendre quelque chose, mais c'est très difficile d'apprendre dans le noir. Apprendre dans le noir, c'est faire devenir ce qui n'est pas. Une espèce nouvelle, c'est nécessairement quelque chose qui n'est pas encore. C'est dans le noir. Il faut marcher dans le noir. Voilà tout. Après tout, scientifiquement, entre guillemets, comme dirait Ernest Renan, ce serait intéressant de savoir si l'on peut mourir en vivant ou si l'on peut vivre en mourant. Point d'exclamation. Je ne joue pas avec des paradoxes, je joue avec ma vie, ou ma mort comme l'on veut. Une nouvelle forme de vie, c'est nécessairement la mort de quelque chose. La mort de quoi? C'est toute la question en cours d'élaboration. La mort de la mort, dirait Mère. Va donc voir. Plus tard. C'est vraiment très curieux. Tandis que j'écrivais ces lignes, ma douce faisait un petit dessin, entre guillemets, et une fois terminé, elle a dit « C'est l'être qui sort de la chrysalide ». Le petit dessin, entre guillemets, en question se trouve page 598. La mort, entre guillemets, c'est peut-être la sortie de la chrysalide. Le fait nouveau, ce serait peut-être de sortir de la chrysalide sans entrer dans la tombe. Non? Justement, on sort de la tombe, ce qui vous donne tout à fait la sensation de mourir. Tout est à l'envers. C'est très difficile de ne pas croire en son cœur quand il bat de travers. À ce moment-là, on ne sait pas où est la chrysalide. Plus tard, vision. Ce qui est vraiment très bizarre, de plus en plus bizarre, c'est que la nuit dernière, du 9 au 10, j'ai eu une étrange vision que je n'ai pas comprise et que je ne comprends pas encore maintenant. Mais tout de même, ce sont ces visions de la nouvelle conscience qui veulent dire quelque chose, vous indiquer quelque chose. Mais quoi? J'étais assis dans une sorte d'avion, semblait-il, et il y avait près de moi, par terre, un gros fruit coupé en deux et tout juteux, lumineux, un peu comme un pamplemousse en plus grand. Et en même temps que je voyais ce fruit, j'ai vu grimper sur ma poitrine une chenille noire avec des dessins blancs. Elle grimpait sur ma poitrine qui était couverte d'une sorte de veste ou de chandail bleu foncé. Et alors, le plus étrange, c'est ce qui m'a surpris, c'est que j'hésitais entre manger le fruit ou manger la chenille. Pouah! Et j'avais une sorte de sensation ou d'impression que je devais manger la chenille avant de manger le fruit. Et
C'est ce dégoût, ou cette surprise, ou cette hésitation, je comprends, qui m'a réveillée. Je n'ai pas la clé de l'énigme. Et ma douce qui dessine cet être sortant de la chrysalide. Il y a une complicité quelque part. Manger la chenille noire. Ce n'était pas une petite chenille, elle avait peut-être 15 centimètres de long et la tête toute noire, avec quelques volutes blanches au milieu du corps noir. Il y a une complicité entre ce qui m'a fait voir cette image la nuit dernière et ce qui a mis ce dessin sous les doigts de ma douce. Quelle est cette énigme? Cette nouvelle conscience est quelquefois très malicieuse et moqueuse, humoristique, comme mère. Alors je me méfie. Elle voulait peut-être me dire qu'on n'a pas idée, entre guillemets, de vouloir manger une chenille noire comme la mort quand il y a un fruit si juteux à côté. Ou bien, il faut manger la mort avant de manger le fruit. Elle n'a pas dit être mangé par la mort, mais manger la mort pour une fois. C'est tout de même un peu dégoûtant. Je suis sûre que mère doit bien rire. Si je pouvais en faire autant, ça irait mieux. Point d'exclamation. 11 décembre 1984. On peut se dire, mais pourquoi tant d'embarras et d'histoires, mourir n'est rien. Il y a quelques milliards de gens qui sont morts avant, dont moi. Mais si je meurs, l'expérience a raté. C'est cela, cette bonne ou cette mauvaise raison qui m'empêche de dire une fois pour toutes « je m'en fiche ». Je me suis fichu de mourir bien des fois dans ma vie. Et mourir n'arrange rien, il faut tout recommencer. Alors, je ne me sens pas le droit de dire « je m'en fiche ». D'où les embarras. Point d'exclamation entre parenthèses. La vie humaine telle qu'elle est un poids pénible et rien ne m'y retient. Sauf cela, il ne faut pas que l'expérience rate. On ferme la blessure le jour et elle se rouvre la nuit. C'est sans fin. Cela fait aussi partie de l'expérience. Il ne faut pas fermer la blessure. Il faut sortir de ce système de vie. Tant qu'il y aura le système, il y aura la blessure. Elle fait partie du système. Sortir du système sans mourir, c'est tout le problème. C'est l'expérience même. Alors, je n'ai pas le droit de rater l'expérience. La nuit dernière, j'étais encore en train de revivre certaines images de ma dernière vie désastreuse. Je ne veux plus jamais avoir de vie passée. Ou alors que cela retombe dans le stock évolutif avec les histoires de poissons et d'hippocampes, mais plus jamais de passé humain personnel. Ô Seigneur! C'est cela qu'il faut effacer absolument et radicalement. On ne naît jamais vierge. Il faut une vie vierge. Et alors, ces images sont si vivantes, vivantes dans le détail, et si douloureuses, comme si cela vivait encore et ça vit encore. Ce sont toutes les traces de la vie humaine qu'il faut effacer. Je ne sais pas pour les traces de poissons, peut-être ne laissait-il pas de traces. Et alors, on retrouve les mêmes vibrations, les mêmes peines, les mêmes irritations qu'il y a un siècle, comme si c'était ce matin.
c'est très terrible. Ce ne sont pas des images, entre guillemets, ce sont de petits explosifs perpétuels. Et ça démolit toutes les vies. Ce matin, j'ai une espèce de colère contre moi-même, une vieille colère. Ça aussi, c'est destructif. Dès que l'on se désole, on rentre dans la mort. C'est tout à fait comme des notes qui continueraient de vibrer siècle après siècle avec tout leur contenu de pouvoir. Les images s'en vont, mais la note reste. Après-midi. Il faut sortir de cette humanité, de ces cris, ces craintes et ces fantômes. C'est impératif. Avec ce qui s'est passé cet après-midi, mon cœur aurait dû sauter, et je l'ai fait exprès pour démontrer à cette stupidité physiologique que le cœur, entre guillemets, ça n'existe pas. Il y a ça, c'est majuscule, qui existe, c'est tout. Soir. Aujourd'hui, j'ai touché le fond ignoble de l'existence. Chaque fois, je mesure que seul le divin suprême pouvait ouvrir un passage dans cette horreur. Je veux dire Sri Aurobindo. Si je m'écoutais, je pleurerais toutes les larmes de mon corps. À quoi ça sert ? C'est pour cela qu'il y a la mort. C'est à cause de cela qu'il y a la mort. La plus grande force de la mort, c'est qu'elle vous donne envie de mourir. Après, ça se déroule médicalement. Je ne veux pas la vieille mort, je veux la vie nouvelle. C'est la bataille. 12 décembre 1984. Ma douce a 59 ans. Je veux que la beauté triomphe, que la vraie vie triomphe, que l'amour triomphe, la victoire de mère sur la terre. Après-midi. J'étais dans ce grouillement ignoble qui est à la base de la vie corporelle, vraiment un monde marécageux et gluant, comme les restes de la première vie des vers de terre, ignoble. Un monde de suggestions larvaires et baveuses et mortelles, comme si tout le fond de la vie était fait de boue grouillante. Et puis le cœur me faisait mal. Et puis il y avait encore cette suggestion, ne faudra-t-il pas passer par la mort ? Et puis, c'était affreux. Alors le corps, tout le corps, s'est mis à crier, mais avec une intensité si formidable. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est toi qui règnes. Alors c'était l'invasion divine, ce torrent brûlant, et qui pouvait tout écraser, tout faire sauter, mais qui, au contraire, faisait vivre en lettres capitales. Le grouillement a disparu, le mal de cœur a disparu. Tout était ce « toi qui règnes » en lettres capitales. Ce n'est pas le cœur, pas les poumons, pas toute cette infâme physiologie qui règne, pas tout ce grouillement ignoble. En lettres capitales, c'est toi qui règnes. Et ce règne-là, c'était un fait, en lettres capitales,
physiologique, corporelle. C'était la vraie physiologie, le vrai corps, la vraie vie. C'était la deuxième vie, V majuscule. Et c'est le corps lui-même, ces millions de cellules qui appelaient la deuxième vie, qui refusaient, rejetaient cette mort gluante, qui criaient « Mais non, c'est toi qui règnes !» Une répétition de l'expérience du 9 décembre, mais qui a été appelée, criée par le corps lui-même. Un refus du grouillement mortel. Et ce torrent de feu a remis mon cœur en place, et tout en place. C'est ça, c'est la vraie vie. Ce qui semble faire craquer la vie par sa puissance, P majuscule, la fait vivre au contraire, fait craquer la mort, dissout, brûle, purifie ce grouillement marécageux et médical. Ce « c'est toi qui règnes », c'est vraiment un sésame miraculeux. C'est le sésame de la vie nouvelle. Soir. Alors je comprends. A-t-on idée de vouloir manger une chenille noire quand il y a une vie si délicieuse qui est là, toute prête pour vous? Aujourd'hui, dans la forêt, j'ai essayé de redire à ma douce l'expérience de mère, la deuxième vie. Puissions-nous voir ensemble, car elle a porté chacun de mes pas avec amour et m'a toujours souri. Suite de la vision du 29 novembre. La deuxième vie et le deuxième agenda. Sujata. J'ai vu mère cette nuit. Elle cherchait certaines filles de l'ashram. Il y avait peut-être 4 ou 5 filles et soi-disant, riant, elles jouaient à cache-cache. Elles se sont cachées et mère les cherchait. Comment dire? C'était une grande maison avec plusieurs étages, une belle maison. Je n'ai vu que l'intérieur, je ne peux pas dire pour l'extérieur. Et elle les cherchait en bas. Ça te prenne? Eh bien, cela ne m'étonne pas. Et tout au plus, elle est montée d'un étage pour voir si elles étaient là. Pas du tout. Elles sont montées tout à fait en haut. Oui, c'est ça. Au 3e étage, et elles se cachaient sous le lit, sous le sofa, des choses comme cela, riant. Ça te prenne? C'est ça. Elles étaient aussi haut que possible, aussi cachées que possible, dans leur mental, rire. Personne n'est en bas. Il n'y avait personne. Mère les cherchait. Mais moi, je m'étonnais que mère ne les voie pas. Je comprenais tout de suite où elles se trouvaient. Pour moi, elles n'étaient pas cachées. Oui, mais pour mère, ce sont des endroits irréels. Des endroits irréels, ça n'existe pas. Oui, cela n'existe pas pour elle. Elle les cherchait parce que elle qui sait tout et voit tout, elle ne peut pas voir ce qui est irréel. Oui, en effet, riant. Je suis dans l'irréalité puisque... Non, ma douce. Mais je voyais mère et c'est... Eh bien, tu voyais mère. Les autres ne la voyaient pas du tout. Sujata, riant. Elle se cachait de mère. Mais tous ces gens-là sont irréels. Ils sont irréels, c'est tout. Et après, je ne sais pas, je suis sortie dans la rue. Ça te prenne. Bon, eh bien, écoute, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose, mais c'est très... Je crois que cela n'a guère d'importance que documentaire. Mais c'est très difficile de se souvenir parce que c'est la traduction mentale
de quelque chose de tout à fait supramental. Mais c'était extrêmement long et extrêmement clair. C'était extrêmement long surtout. Je vais essayer de me souvenir en te le disant. Mais ce qui est intéressant, c'est comme la première fois que, comment dirais-je, que Mère essaie de m'expliquer le fonctionnement de la conscience supramentale. Silence. Alors j'ai rencontré Mère. Je ne sais pas à quel endroit. Ce n'était situé nulle part. Dans tout cela, il n'y avait aucune image. Il y avait Mère qui était là, comme quand elle me parlait dans la chambre, si tu veux. Mais c'était plus une atmosphère de Mère. Mais une Mère toute dorée, riante, dorée pas d'un doré éclatant, un orange pâle, lumineux. Tout était dans cette atmosphère-là, et c'était une atmosphère de connaissance, c'est majuscule, ou de... comme quand Mère m'expliquait les choses. Seulement, au lieu de se passer dans son fauteuil, dans sa chambre, ça se passait je ne sais pas où. Ce qui était très semblable, c'était sa voix, sa façon de parler. C'était exactement comme quand elle me parlait. Aussi simple, riant, moqueur. C'était elle, tu comprends? Alors, je n'ai le souvenir que de 2 morceaux de cette conversation. Parce que comment veux-tu te souvenir de choses qui ne sont pas exprimées mentalement? Mais ce qui est intéressant, c'est le phénomène en soi. Donc, au début, j'ai pris conscience qu'elle me parlait. D'ailleurs, depuis longtemps. Et puis, ce passage dont je me souviens, elle me parlait de la deuxième vie, ce qu'elle appelait la deuxième vie. Ça, c'est très clair. Ce ne sont pas des transcriptions mentales, ce sont exactement ces paroles. Et elle me disait, la deuxième vie, c'est une vie qui ne gravite pas autour du soleil physique, par les lois du soleil physique. Au lieu du soleil physique, tout tourne et tout gravite selon des lois de l'autre soleil. Et dans ma conscience, c'était clairement ce qu'on appelle Martanda. Et cela correspond à mon expérience. Ça, c'était clair. Oui. Là, tout tourne ou tout est réglé par ce soleil. Suite inaudible. Note de bas de page, Martanda, le soleil noir ou soleil dans l'obscurité de la matière.